Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sirotons le houblon. Aujourd'hui j'ai un épisode un peu spécial qui va venir chambouler ma petite routine estivale, mais c'est de circonstance puisqu'on va parler de bière et de festival de musique. Je suis accompagné aujourd'hui de Pierre Cousin, responsable de la Régie Bar pour le VNB Fest. Salut Pierre. Salut. Je vais remettre un petit peu de contexte, que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je ne le cache pas, je suis employé chez VNB de mon côté. Donc, je trouvais quand même de mon côté assez intéressant de parler du VNB Fest, festival qui a quand même quelques spécificités, et on va les développer pendant ce podcast. Et des spécificités, notamment sur le domaine de la boisson. Bon, assez logique quand on est le VNB Fest. Dans un premier temps, est-ce que tu peux rapidement te présenter, Pierre ? Ouais, carrément, avec plaisir. En tout cas, merci Alex. Donc Pierre Cousin, Régie Bar pour le VNB Fest. Ça fait 12 ans que je suis chez VNB, donc divers postes. J'ai tenu le magasin de Château-Gontier à l'époque. J'ai été sur la route en tant que coach réseau pendant 1 an et demi. Et puis le festival est arrivé donc en 2019 et j'ai rejoint l'équipe. J'ai rejoint Damien, qui est le créateur du festival, et je l'ai rejoint en tant que bras droit sur tout le volet, on va dire, commercial et technique, sur toute la partie accueil du public, sur la partie des bars. Ok. Alors le VNB Fest partage son nom avec l'enseigne de Café Bar VNB. Quel est le lien de parenté entre les deux ? Alors, le lien de parenté, c'est d'en gros, on est quand même une structure complètement indépendante qui appartient au groupe VNB. Donc le lien de parenté de par le nom, oui. VNB Fest automatiquement. De par aussi la création initiale du projet où Damien était salarié de chez VNB, et lors d'un café DG comme on les a chez nous, il a proposé l'idée de créer ce festival-là. Donc en fait, il est tout simplement, on va dire, dans l'ordre des choses d'avoir ce lien-là avec le groupe VNB. Et jusqu'à quelques temps, on était salarié, on va dire, du groupe VNB directement. Et on se devait de créer un événement majeur XXL portant le nom et l'effigie VNB, afin de retrouver, on va dire, tout ce qu'on sait faire dans notre cœur de métier, c'est-à-dire la convivialité, l'épicurisme, j'en passe et des meilleurs, quoi. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous développer un petit peu la genèse du VNB Fest ? Tu as parlé du café du DG avec Damien, mais comment ça s'est créé tout ça ? En fait, la base du projet, c'est donc Damien qui a créé l'événement, on va dire, qui a proposé l'événement au fondateur et à la direction. Jean-Pierre Dorway, un des deux fondateurs du groupe VNB, avait toujours un peu cette idée-là en tête de faire un événement XXL rassemblant tout notre public et notre clientèle. Pour la petite histoire, Damien est anciennement président d'un festival qui est à côté de Château-Gontier, à une quinzaine de minutes, où il rassemblait 2000 personnes sur le week-end. Festival 100% associatif. Et pour la petite histoire, et c'est aussi pour ça que Damien m'a proposé de rejoindre l'aventure, quand j'étais au magasin, j'étais le partenaire officiel de son festival. Et je lui avais dit, moi, je veux le sens large du partenariat, c'est je t'accompagne, je viens livrer les fûts si t'es en galère en soirée. Et chose qui est arrivée lors de la dernière édition que j'ai pu faire, en tout cas, moi, en tant que partenaire officiel, on a livré des fûts parce que ils est tombé en rade dans la soirée. Donc, un moment assez drôle, on va dire, et puis aussi qui a créé, on va dire, ce lien-là entre nous deux. Donc, Damien est parti dans l'idée de créer un festival à la base qui, comme je le disais, rassemble tout ce qu'on y retrouve, en tout cas tout ce qu'on peut retrouver chez VNB, c'est-à-dire une offre diversifiée, un public intergénérationnel, on va dire de la convivialité, de l'épicurisme au sens large. Voilà, donc ça, c'était la genèse du projet. Donc, première édition en 2019, donc qui, entre guillemets, qui ont commencé à voir le jour en 2018 sur l'écriture du projet. Il nous a proposé, nous, de rejoindre l'aventure. Alors, on était une équipe à peu près d'une 30aine de personnes dans la team organisation. Team Orga, qui est une team qui est complètement bénévole. Donc, c'est beaucoup de salariés VNB, mais qui, en dehors de leur temps de travail, interagissaient avec le projet en 2019. Et sur des différentes commissions, que ce soit de la restauration, de la partie bénévole, l'aménagement de site, les bars, la sécurité, la prévention, le village et autres. Donc voilà, on était une petite team, on est toujours une petite team, en tout cas cette petite team dont moi, on va dire, on
on a basculé en salariat. Et les autres sont restés en tant que bénévoles tout au long de l'année à nous accompagner, à nous aider à amener leur plus-value. Et voilà comment la première édition est née, en tout cas à Cran en 2019. Et le projet a été posé initialement à 8000 personnes par soir, sur 2 soirs, donc 16 000 en capacité d'accueil, ce qui faisait déjà un beau bébé. Ouais, pour une première édition, mine de rien, quand tu arrives de nulle part, faut... Ah ouais, complètement, ouais, le projet était déjà un peu ouf, mais nous, on va dire, nous passionnait tous. Et puis au final, il s'avère que la billetterie a été sold out 2 mois, je crois, ou 3 mois avant l'édition. Okay. Et puis on s'est dit, on va ouvrir des jauges supplémentaires et on a clôturé, le festival à 16 000 personnes par soir, donc pour accueillir 32 000 personnes sur 2 jours. Costaud. À Cran. Pourquoi à Cran ? Parce qu'il y avait un partenariat qui était signé avec eux sur les courses de Cran, où VNB est partenaire de l'événement, et qu'on n'avait pas trouvé à Château-Gontier un terrain, on va dire, où on pouvait accueillir autant de personnes. Chose à laquelle, je pense qu'on va revenir plus tard, mais voilà, chose à laquelle on a réussi à répondre ça, et maintenant on est propriétaire de notre site. Voilà un peu la genèse dans laquelle je pourrais rentrer dans les détails, mais bon. J'ai plein de choses à dire. Mais... Exactement. Et donc là, on en est en 2024 à la 4e édition, puisque bon, il y a eu malheureusement le Covid qui est passé par là, 2 éditions annulées, 2020 et 2021. Ouais. Mais par contre, 2022, on va faire le lien tout de suite, la 2e édition est arrivée, et tout de suite avec un gros changement, puisque changement de lieu. Ouais, exactement. De format aussi, d'ailleurs. Exactement, de format aussi. On va dire qu'on a eu le temps en 2 années de report et de Covid de réfléchir à la chose. Donc, je disais tout à l'heure que j'étais passé salarié suite à la première édition. Donc, on était tous les deux. Et puis, Bérangène nous avait rejoint dans l'équipe, qui était aussi, elle faisait partie de la team Orga. Donc, on était tous les 3. Et en fait, on commence un peu à repenser, on va dire, toutes les grandes lignes du projet 2020, suite à la première édition. Et puis là, le Covid arrive, mais on se dit... on est accompagné, le groupe croit au projet, on va y aller, on va réussir à sortir cette édition quand même. Donc c'est pas grave, cette année on reporte et on verra l'année prochaine. Malheureusement, second report en 2021. Mais on se dit, voilà, si on veut taper très fort pour un retour, il faut réactionner le projet, peut-être changer le format, améliorer tout ce qui s'était un peu pas trop bien passé, on va dire, sur la première édition. Une première est toujours compliquée à gérer. Concours de circonstances, le domaine de la Maroutière à Château-Gontier était, entre guillemets, disponible à l'achat. En tout cas, les anciens propriétaires étaient vendeurs. Et le groupe VNB a fait l'acquisition de ce domaine de plus de 300 hectares. Chose qui, pour nous, était du pain béni, parce que ça fait de nous le 2e festival en France propriétaire de son site. D'accord. Et c'est aussi pour ça qu'on a aussi changé le format pour 2022, c'est-à-dire de lancer un projet qui peut paraître un peu fou, de 30 000 personnes sur 3 soirs, avec un soir supplémentaire versus 2019. Et voilà, complet 2 mois avant l'événement. Donc un format du coup qui a marché puisqu'il s'est poursuivi 2023 et il continue en 2024. Exactement. Toujours donc sur le site de la Maroutière. Exactement. Donc là-dessus, on va revenir un peu sur les spécificités du VNB Fest. Comme on l'a dit, c'est assez évident avec le nom. C'est adossé à VNB, donc le public doit avoir quand même une attente un peu particulière en termes notamment d'offres boissons, offres produits sur place. Bon, je pense que le public du VNB Fest n'est peut-être pas c'est peut-être le même public, mais il n'a pas les mêmes attentes que sur un autre festival. Exactement, et en fait notre public ne vient pas que pour la programmation. Ouais. Alors chose bien évidemment qui est un peu locomotive automatiquement, c'est toujours plus facile d'avoir les têtes d'affiche françaises, européennes ou mondiales pour remplir un festival. Mais je pense qu'on a réussi depuis la première édition, parce que c'était quelque chose qu'on revendiquait dès le départ. De par le nom, VNB, on se devait de proposer autre chose, en tout cas. Ce qu'on a développé encore plus en 2022 avec en tout cas sur ma partie, mes équipes Régibar, Sylvain, Claire, Kevin, les acheteurs et autres qui nous ont aussi énormément accompagnés, Pierre, Sylvain et Geoffrey. On se devait en fait de créer une proposition différenciante par rapport à l'ensemble des festivals aujourd'hui en France, mais aussi avec toujours cette problématique-là d'accueillir 90 000 personnes en 2022, 120 000 en 2023 et 150 000 en 2024, logistiquement parlant. Donc c'était toujours de trouver un peu le bon compromis, on va dire, sur et l'offre et la logistique derrière. Donc oui, aujourd'hui, on a une offre différenciante et le festivalier, comme tu le disais très bien, ne vient pas que pour une programmation, il vient pour tout ce qu'il y a comme ambiance. Donc
l'offre produit y est pour beaucoup, mais aussi l'expérience générale du festival. On en parle beaucoup avec nos équipes orga et notre équipe, on va dire, de production organisatrice de l'événement. On est sur un festival où on propose, ou en tout cas on prône une expérience qui se veut de A à Z, tant par l'accueil, tant par l'expérience produit, tant par la programmation éclectique. On en reparlera peut-être plus en détail tout à l'heure, mais on se veut aussi de toucher tous les publics qu'on retrouve dans nos magasins, du plus jeune âge, que ce soit papa-maman qui arrivent avec leurs enfants, ou papy-mamie qui n'ont jamais goûté à un festival de leur vie, puissent venir sur une soirée, vivre un moment hors du temps. Et comme on dit souvent, et c'est quelque chose qu'on revendique, c'est... on veut de ce VNB Fest qu'il soit un moment hors du temps, 3 jours un peu perdu, perché, un peu parti ailleurs, comme si on était plus chez nous et autres. Et voilà, c'est vraiment l'objectif en tout cas de ce projet-là. Tu as utilisé le mot éclectique pour parler de la programmation. Je pense que c'est un mot qui définit très bien le fest de manière générale, aussi bien la programmation que le public, que en fait l'offre de produits sur place. Complètement. Ouais. La programmation, elle est éclectique dans le sens où tu peux passer de la variété, on va dire, du grand public qui va remplir ton festival. On attend en 2024 Macklemore, Major Lazer, Obispo, ZI, Phoenix, voilà, des artistes ou des groupes qui réunissent à eux seuls des milliers de personnes. Mais aussi, tu pourras, avec notre scène craft, avoir une programmation plutôt orientée éclectisme pur, où tu vas passer d'un dub, un metal, un punk, un rock, de l'électro et compagnie. Et c'est aussi là-dessus qu'on souhaitait, en tout cas Damien, qui s'occupe vraiment de la programmation, souhaitait faire découvrir, comme on le fait très bien avec notre offre de boissons aujourd'hui. Je vais rentrer dans le détail après, mais en gros, on se devait de faire découvrir comme si on découvrait de nouveaux produits, de nouveaux référencements et compagnie. Et donc, pour l'offre boisson, c'est aussi comme ça qu'on a travaillé la diversité de notre offre, en tout cas. Je pense qu'aujourd'hui, on peut se targuer de se dire qu'on est les numéros 1, en tout cas, de diversité d'offres. On a plus de 125 boissons différentes sur le festival, que ce soit segmenté bière, vin, sans alcool, cocktail. Et à l'intérieur de ces items-là, tu retrouves une diversité et un éclectisme de propositions. Justement, tu me tends la perche sur la question suivante, c'est comment sont organisés du coup les bars du festival ? Alors aujourd'hui, le nombre de bars exact, je l'ai recalculé, j'ai préparé le podcast. Le nombre exact de bars, on sera à 33 bars sur le VNB Fest 2024. 33 bars où on va retrouver, c'est quelque chose qu'on a mis en avant avec les équipes Régibar, des bars plutôt ce qu'on appelle nous des bars d'envoi, où le festivalier qui n'a pas envie d'attendre, ou en tout cas attendre le moins longtemps possible, va aller dans ces bars d'envoi-là, où on va retrouver 6 bières, 4 vins, 8 sans alcool dans chaque bar et la même offre dans chaque bar. Donc c'est les bars qui ont un assez gros débit, mais mine de rien, l'offre est quand même assez large. Et l'offre est diversifiée. Encore une fois, on ne critique pas ce que font tous les autres festivals et aujourd'hui, on se devait de faire autre chose. Dans ces bars-là, tu retrouves 6 bières, quand pour beaucoup d'autres bars, tu retrouves que 2 bières. D'autres festivals, pardon, tu retrouves que 2 bières. Alors, encore une fois, sans vouloir critiquer les autres festivals ou quoi que ce soit, la particularité aussi du VNB Fest par rapport à beaucoup de festivals, c'est qu'il n'y a pas on est adossé au groupe VNB, donc à un distributeur, on va dire, de boissons assez large, mais on n'est pas adossé à une marque, à un alcoolier en particulier. Il n'y a pas de contrat brasseur, et donc on est moins restreint sur l'offre. Exactement. On ne va pas se retrouver avec juste le catalogue d'un producteur. On n'a aucune exclusivité sur le festival, en tout cas sur la partie fournisseur. C'est quelque chose que je défends depuis le début. Parce que si on était rentré dans ce schéma-là, on rentrait un peu dans les codes classiques d'un festival aujourd'hui en France. Chose qui est complètement à l'inverse de ce qu'on crée chez VNB depuis la création. Aujourd'hui, moi, j'ai 65 fournisseurs différents, que ce soit sur le festival, après des marques de spiritueux. Là, tu parles juste en boisson. Ouais, je parle juste en boisson, Et encore une fois, 49 bières différentes sur le festival en totalité. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on défend depuis le début. Et donc pour revenir sur la question de
typologie de bars et autres. Donc je citais les bars d'envoi. On a des bars à thème, un bar à vin. On va retrouver le bar de bière artisanale, le bar craft. On va retrouver le crash bar où on a nos marques propres, Monhardi, Invindia, Gueule de Joie et Gouaille. On retrouve aussi le cocktail bar où on retrouve l'ensemble des marques de spiritueux dans cet espace-là. Où on travaille l'ensemble des cocktails, travailler minutes en 3 gestes comme on le dit chez nous, il y a au moins un minimum de show devant le festivalier et travailler en low alcool encore une fois parce que c'était vraiment quelque chose qu'on prônait. On a aussi un bar à soft, on va retrouver des towers. Alors les towers on en parlera peut-être un peu plus tard, mais c'est vraiment l'élément phare, en tout cas les bars phares du site concert. Voilà, c'est quelque chose qu'on défend depuis le début où le festivalier peut aller d'un endroit à un autre, d'une scène à une autre, d'un bar à un autre, tout en se disant je vais découvrir au fur et à mesure, tout au long de mon expérience, de ma journée de festival, je vais découvrir et c'est ce qu'on appelle l'expérience Vinbifest. Tout comme il vient pour profiter d'une large offre de musique, de groupes différents, il peut profiter d'une large offre de produits. Complètement. Et faire sa programmation musicale et sa programmation de conso en parallèle. Exactement. Et on joue même là-dessus dans l'idée de... On va dire sur les réseaux avec Marc et Tom qui s'occupent de la totalité de la communication et des réseaux. On est en train de travailler même une map sur l'application digitale où tu peux avoir ta sélection par espace comme si tu faisais ta sélection, ton running order artistique. Et clairement, c'est tiens, je vais découvrir telle boisson avec un descriptif produit sur chaque offre. Du coup, avec un nombre de bars et une offre produit aussi large, j'imagine que la régie doit être sacrément impressionnante, complexe à gérer. Ah ouais, complexe, on va dire que, comme on le dit si bien avec Sylvain, c'est du jus de cerveau. Mais c'est complexe, c'est physique, c'est intense, mais on est fiers aussi. Parce qu'on se dit, en fait, on a répondu à la limite qui était de se dire, ce serait beaucoup plus simple avec 2 rêves de bière, 2 rêves de vin et 2 sans alcool. Alors, et encore une fois, je vais peut-être être très dur, qui aurait eu aucun sens et aucun plaisir pour nos festivaliers. À l'inverse, c'est complexe, mais on a des équipes qui sont là aussi. On a ce qu'on appelle chez nous nos brigades, qui nous donnent un sacré coup de main logistiquement parlant. On brasse plus de 9000 fûts sur le festival. On a une régie dédiée, les gars qui sont totalement bénévoles sur le festival nous classent les fûts, ref par ref, palettisation au cordeau et compagnie. Donc c'est même plutôt, alors c'est physique, c'est intense, mais c'est un plaisir. C'est un plaisir de se dire qu'on arrive à en fait mêler les deux. Le plaisir du festivalier et répondre à ce volet logistique. Donc on a notre espace derrière la scène principale où on classe tout et c'est notre petite rentre, on va dire, notre espace à nous. C'est vrai que sur l'efficacité de la brigade, j'ai une petite anecdote perso du coup, puisque tous les ans je suis aussi bénévole sur le Barcraft justement, et on aime bien, quand on sort nos fûts vides, on les stocke derrière le bar sur des petites palettes. On aime bien de temps en temps se dire, à la fin de la journée, on va venir compter nos fûts vides, voir un peu nos scores et se faire nos stats. En général, on n'a pas le temps, les fûts vides ont déjà disparu, il y a la brigade qui est passée par là, qui a déjà tout embarqué. Ils sont redoutables d'efficacité. Ah, ils sont redoutables, et puis ils y mettent vraiment un point d'honneur à ce que ce soit... parce que pour beaucoup, c'est des personnes qui ne travaillent pas du tout dans ce domaine-là. Il y a des maçons, il y a des charpentiers et autres dans ces équipes-là. Et à l'inverse, c'est leur petit... sur leur petit espace-temps, encore une fois, où ils ne pensent pas au travail et ils sont sur une autre mission où ils ont cette importance-là qu'on leur donne aussi et qui nous le rendent très bien. Donc, ils mettent un gros point d'honneur à ce que ce soit bien fait. Et niveau organisation, tu parlais donc du coup de 9000 fûts sur le week-end, sur les 3 jours. D'ailleurs, particularité de cette édition 2024, c'est que, si je dis pas de bêtises, il n'y a plus de fûts en plastique. Même sur le Barcraft, on savait que c'était quand même quelque chose d'assez fréquent dans les brasseries craft. Là, il y a l'effort qui est fait de passer au 100% inox, soit fût inox, ou peut-être d'autres formats aussi. 100% inox, en gros, c'était un souhait. Alors, on a Romain dans le développement durable dans l'équipe qui fait un énorme boulot, en tout cas sur la gestion des déchets et tout ça chez nous. Et c'est vrai que c'était le sujet de base quand on a relancé l'édition, de se dire si on peut déjà réduire à notre
on va dire, à notre part de déchets, tant mieux si on peut le faire. Et c'est là où la sélection a été très bien faite au niveau du bar craft. On n'aura plus de cakeg, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de diversité d'offres sur nos bières artisanales. Les fournisseurs ont même joué le jeu de se dire, sur certains brassins, on les repasse en inox et compagnie. Donc ça, c'est plutôt très satisfaisant. Donc je te le confirme, zéro cake sur le festival. Et même, on va dire, pour réduire notre empreinte carbone liée à les allers-retours de nos fournisseurs et compagnie, cette année, la grande nouveauté, et bon là, qui encore une fois nous fait un peu de jus de cerveau, c'est l'arrivée sur le festival d'une citerne de 240 hectos et des tanks pour nos bières, on va dire, plus gros volume, qui, elles, vont sortir sur ces schémas-là, quoi. Donc là, ça va faciliter aussi peut-être un peu le service, moins de manutention. En fait, ça a limite pour aussi... les équipes au bar, quoi, pas de changement toutes les 30 minutes, voire même plus rapide. Donc, le bar d'Envoi, ça doit être démentiel, non? c'est démentiel. On avait créé des postes qui étaient des postes propres à nous, ou pour nos bénévoles, en leur disant, t'es logisticien. Le poste logisticien, ça part du principe, un fût fini dans un bar doit être approvisionné, donc c'est le petit parcours à aller chercher le fût dans la SMIC et derrière et compagnie. La fatigue de nos logisticiens sur le temps du week-end était telle qu'on se devait, sur le développement du festival, d'amener du confort en tout cas. On a des bénévoles qui sont ultra investis. Alors les brigades, c'est un cas à part, mais des bénévoles qui sont investis, à un moment donné, on doit leur amener du confort et de l'ergonomie de travail aussi, indirectement, de service en tout cas. Donc cette année, on a décidé que 2 références sur la totalité de nos bars d'envoi seraient traitées en totalité sur des citernes et des tanks, ce qui va nous faire économiser sur l'ensemble du volume de 9000 fûts. Si on est à peu près sur les mêmes consommations, entre 1500 et 2000 fûts non pas utilisés, non pas à transporter. Voilà. Et encore une fois, ça va nous faire aussi gagner en efficacité de service, parce que pas de changement de fût, donc des bénévoles qui sont là pour servir, et donc le confort du festival aussi qui attendra encore moins. Voilà. Je reviens un peu sur l'offre produit et on va parler bière, on va parler bière craft ensuite. Je vais faire un peu mariner mes auditeurs, mais avant je voulais parler du reste de l'offre, parce que en festival c'est bien connu, on tire des pintes de bière à foison. Là, tu l'as évoqué, il y a le cocktail bar, on a des bars à vin, on a quand même une offre qui est assez diversifiée sur le VNB Fest. Je voulais m'attarder un petit peu sur le cocktail bar qui est quand même assez impressionnant. Tu peux nous le décrire un petit peu? Le cocktail bar, quand on l'a créé avec Sylvain, je me souviens très bien quand on l'avait fait, on se disait on retrouve des spiritueux partout dans tous les festivals aujourd'hui en France. Et encore une fois, sans dénigrer quoi que ce soit, moi, typiquement, ça me faisait pas kiffer. Et donc, en soi, tu te dis, tu vas en festival, tu vas boire une pinte de blonde, je vais être très très dur encore une fois, qui ne me fait pas kiffer, et c'est ma seule alternative, quoi. Donc je dis, attends, de ce constat-là, on est quand même VNB, on doit faire quelque chose. Le problématique, c'est ton taux d'alcool. Et là, on se dit, non, on a on va dire, on se fixe aussi, encore une fois, dans une consommation responsable. On reviendra dessus après, mais la bière est pas à plus de 7 degrés sur le festival. Donc on se devait que si on faisait en tout cas quelque chose avec les marques de spiritueux, il fallait qu'on le travaille autrement. Donc on est parti du principe que un cocktail, c'est la plus grande expérience qu'on peut retrouver aujourd'hui, en tout cas de par mon sens, en festival. Mais logistiquement parlant, on va travailler un cocktail pour un aussi grand nombre de festivaliers. Et on s'est dit, on va faire, vas-y, tentons le pari, une tente de 1000 mètres carrés, des marques de spiritueux avec les bartenders des marques qui sont là présentes. Et puis on a des espaces scénographiés pour chaque marque, des cocktails travaillés, comme je disais, minimum 3 gestes. Voilà. Donc en gros, quand on est parti de cela, on a dit vas-y, on met tout sur la table et puis on voit ce qu'on peut pas faire. Et alors la première édition, ils nous ont tous pris pour des fous en mode mais d'où vous allez sortir des cocktails dans un festival de minutes, c'est-à-dire qu'il y a 0 prémix, 0 pré-batch de fait. Donc ça on en parle maintenant avec le volume, on est aussi un peu obligé d'en faire au moins un petit peu sur certains cocktails, et au final on a eu 7 ou 8 marques qui nous ont rejoints avec l'idée d'avoir 2 cocktails par marque, donc dans cette tente là 16 cocktails différents. Et là pour 2024, ça a plutôt bien pris et ça fera la 3e année qu'on le renouvelle. On va avoir 13 marques présentes, diversité d'offres très très large,
Tu passes du gin à de la tequila, on va avoir de la liqueur, on va avoir, je vais citer nos confrères juste à côté, la menthe pastille de nos amis angevins. Forcément. Voilà. Donc voilà, pluralité d'offres et encore une fois, fait minute, bartender présent des marques, donc une réelle expérience encore une fois. Et on sort avec nos towers qui ont aussi des pôles de cocktails. On sort 76 000 cocktails sur l'année 2023. Logistiquement parlant, petite anecdote qui nous fait rire maintenant, on était en rade de glaçons dans la nuit du samedi à dimanche. Quand on clôture la soirée du samedi, tous mes responsables de bar m'appellent, Pierrot, on n'a plus de glaçons, en tout cas on va tenir que 2-3 heures demain. On a rapprovisionné en glaçons. Nos fameuses brigades, le lendemain, les glaçons ont arrivé. On a refait livrer 2,5 tonnes de glaçons sur le festival. Les brigades ont réparti les glaçons sur tous les points de service cocktail. Et on a réussi à tenir jusqu'à la fermeture du dimanche soir. Trop bien. Et comme tu disais, ce bar à cocktail, donc en fait, c'est une tente de 1000 m². Ouais. On est un peu sur un espace un peu à part, hors du temps dans le festival. Et c'est limite un festival de cocktails dans le festival de musique. Ouais, c'était ça, c'était l'idée, c'était d'avoir un lieu dans le lieu, en fait, on va dire un lieu à part, parce qu'on a une programmation aussi à l'intérieur de ce festival, de ce cocktail bar. Ouais. On a des thématiques diverses et variées. On avait une soirée latine l'année passée. Un DJ ou des voilà, DJ qui on jouent a à des l'intérieur, DJ chaque soirée. Et on sent que ça prend, en fait. On sent qu'on a une réelle ambiance. Et c'était aussi l'avantage pour les marques de spiritueux de pouvoir toucher directement le consommateur. Autrement que par des salons ou autres, et puis de vraiment faire vivre ce qu'est leur marque. Et c'est aussi ce qui est ressenti auprès de nos festivaliers. Quand on fait les enquêtes de satisfaction, ils nous font mais on a un cocktail fait minute, ultra qualitatif, avec le petit pitch de la marque, du bartender et compagnie, 8 € le cocktail en festival. Il y a même, pour la plupart, des fois en terrasse, tu le payes plus cher. Donc ouais, ça c'est vraiment une réelle plus-value pour nous, clairement. C'est vrai que c'est un point que j'ai pas évoqué, mais niveau tarif, malgré l'offre qui est assez diversifiée et assez qualitative, tu arrives à tenir un tarif qui soit compétitif par rapport à d'autres festivals en France. On essaye, en tout cas les fournisseurs jouent le jeu pour nous faire des prix plus qu'intéressants. On avait posé en 2022 des prix qui, entre guillemets, avaient suscité des réactions sur les réseaux ou autres. En se disant, voilà, c'est les prix affichés. Ça fait 3 ans qu'on garde ces prix-là. Il y a zéro hausse depuis 3 ans sur nos prix au Vindy Fest, que ce soit sur le bière, les vins et les cocktails. Et même pour la petite histoire, ça c'est quelque chose qui te touche. Oui. On avait positionné nos bières artisanales sur le bar craft. Et automatiquement, une bière artisanale n'est pas travaillée de la même sorte. Donc on a un prix aussi qui découle. Et on a fait un positionnement prix qui était placé assez haut, mais justifié de par le travail. Et au final, on a rétro-pédalage l'année d'après. En tout cas, on est passé en 2022, de 2022 à 2023, on est passé sur une baisse des prix, tout en gardant une sélection ultra qualitative. Donc, oui, même quand tu vois l'offre de 2022 à 2024, elle a même plutôt évolué en plus qualitatif qu'avant. Plus, ouais. Donc, ouais, et donc c'est vraiment, encore une fois, on a su écouter nos festivaliers et la preuve est que nos consommations, en tout cas notre volume de consommation, a augmenté automatiquement parce qu'on a écouté nos festivaliers et on sait aujourd'hui que nos festivaliers sont fans de ce genre de bière. Donc voilà, on se devait de faire ce petit retour en arrière. Tu as évoqué les towers à un moment, donc c'est un peu une spécificité aussi de ce fest, c'est un endroit incontournable du Vindy Fest. Tu peux nous en parler un peu plus des towers ? L'idée des towers, c'est à la base comment intégrer de la scénographie dans un espace, mais qui nous corresponde. Faut pas se le cacher, hein, le Hellfest aujourd'hui est le numéro 1 en termes de scénographie. Ouais, c'est magique. Moi, le premier, je suis pas fan de métal. J'y retourne encore ce week-end parce que tu vis un moment hors du temps là-bas. C'était les numéros 1, ça l'est toujours. Mais on s'est dit, comment nous, à notre image, en tout cas à notre petite touche, on peut faire de la scéno. Et en fait, on s'est dit, on va créer des bars aux marques qui peuvent être présentes dans l'événement, qui peuvent jouer le jeu, qui ont envie de mettre en avant leur marque d'une façon d'avoir un espace décoré. Donc, on s'est entouré d'un scénographe
qui est le scénographe du Hellfest. Donc oui, on a mis les moyens en fonction aussi pour faire quelque chose de grand. Et donc l'idée de base, c'était d'avoir 3-4 towers. Donc c'est des espaces, des barres de 6 mètres de large par ça dépend des towers, mais entre 7 et 12 mètres pour la plus haute, pardon. Et c'est des barres complètement à l'effigie des marques présentes, où on sert que l'offre de la marque. Je prends un exemple, une brasserie met en avant 4 bières avec des brassins spécifiques, un lancement de produits et compagnie, dans cette tower-là. Et on a encore une fois, la plus-value, c'est d'avoir un représentant de chaque brasserie dans chaque tower qui, auprès des bénévoles, montre comment servir une bière et auprès des festivaliers, fait le petit discours, quelle brasserie je suis, comment je travaille et compagnie. Voilà. Les towers sont partis de là, donc 3. Alors, à la base, on avait posé 3 ou 4, je sais plus, en 2022. On a fini à 6 towers. On s'était dit en 2023, maintenant qu'on a fait un goûter un peu nos festivaliers, on va être attendu sur des nouvelles towers. Sure. On en avait répondu 3 autres, donc on est à 9 towers en 2023. Et pour cette année, on s'était dit qu'on n'en referait pas parce que limité en place au niveau de l'accueil et compagnie. Et puis on s'est pris au jeu parce que c'est des projets aussi qui nous animent et on va avoir 2 nouvelles towers sur le festival et petit teasing, on aura une bière artisanale hollandaise. Donc voilà. Petit teasing, je ne cite pas le nom parce que je veux garder l'exclu. Garder la surprise pour les festivaliers, bien sûr. Et du coup, ça te mène à combien de towers au total 11 towers pour l'édition 2024 et on commence à être limité en place. Mais à l'inverse des demandes qu'on peut avoir de certains fournisseurs. Parce que d'une, ça fait de la mise en avant pour leur marque. De deux, nous, ça nous fait de la scénographie. Et de toute façon, on le voit, c'est la photo incontournable quand tu es au festival. Le festival. C'est face aux scènes principales en plus. Donc, c'est ça. L'emplacement aussi, on le voulait ultra stratégique. Un endroit de passage, mais c'est aussi, mes responsables des towers me disent souvent, Pierrot, tu nous as pas fait de cadeau, parce que c'est l'emplacement numéro 1. T'es au charbon, quoi. Voilà, t'es au charbon tout au long du week-end, mais en même temps, ils arrivent à garder un service où on est à grand max 10 à 15 minutes sur les gros pits, donc franchement, c'est assez impressionnant. Et donc sur ces 11 towers, donc tu parlais bien sûr des towers bières, mais tout le monde est représenté, il y a des towers spiritueux et des towers vin. Ouais, c'était encore une fois l'idée, c'est que on se doit de ne pas être exclusif sur la totalité de l'offre sur le festival. Et donc, on travaille aussi comme ça. On a une tower vin, on va avoir une fameuse tower tequila en plus cette année. Une tower rhum, gin. C'est vraiment divers et variés. Encore une fois, traité, travaillé avec cette consommation raisonnée. Et une brasserie allemande, brasserie belge, brasserie artisanale française, brasserie artisanale étrangère. Voilà, c'est vraiment, on sélectionne. Alors, et comme je le disais, c'est un réel travail parce qu'on a de la sollicitation, de la demande. Et les autres brasseries comprennent en se disant, mais non, mais on comprend. C'est logique, en fait. Votre raisonnement est très logique. Donc c'est plutôt très cool. C'est un projet qui nous anime. Donc sur cette tower, tu parlais de brasserie artisanale, ça fait le pont avec la zone craft, parce qu'on parle du bar craft, mais en fait il est situé dans une zone du festival qui est la zone craft. D'ailleurs, il n'est pas le seul bar sur cette zone, il y a le Crash Bar. Est-ce que tu peux nous parler déjà de la zone craft de manière générale, ce qu'elle représente ? La zone craft, alors je vais peut-être un peu pas vulgaire, mais c'est un peu notre défouloir. C'est un peu notre zone un peu débile, délirante et compagnie qu'on voulait un peu au cœur du festival. On a 2 grandes scènes sur le festival qui sont plutôt orientées programmation générale, on va dire, très variée, très large, comme je le disais tout à l'heure. Mais cette zone craft, initialement, quand on l'a posée, on s'est dit, vas-y, c'est un peu notre bébé où on fait un peu tout et n'importe quoi, mais en le faisant bien. Et c'est aussi comme ça que la programmation elle a été créée. C'est encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est de la programmation très éclectique, très variée, sur des styles musicaux que même moi le premier j'aurais jamais été. Et aujourd'hui j'y vais. Et on s'est dit, l'offre produit, elle se doit aussi dans cette zone-là travailler différemment. Donc on a créé encore une fois avec t'en fais partie, avec aussi Pierre l'acheteur bière, de se dire on fait une sélection de bières artisanales. Ça se fait jamais en festival, en tout cas pas sur cette offre-là. On a 16 bières artisanales de 16 brasseries différentes, ou une sélection où tu vas passer d'une NEPA à une Gose ou une Sour à une IPA, une session IPA. Voilà, on est très large et varié. Encore une fois, avec un titrage d'alcool
pas au-delà de 7 degrés. Mhm. C'est vraiment quelque chose qu'on veut garder. Et on a notre petit qui devient Plus très cyclique gros, ça, ouais. le Crash Bar, qui était la nouveauté de 2023. Ouais. Le Crash Bar, où c'était l'idée de mettre en avant nos marques propres du groupe VNB. Donc on retrouve le bar Moardi, Mhm. le bar Invindia, le bar Gouaille et le petit nouveau qui va arriver pour 2024, le bar Gueule de Joie. Donc encore une fois, une alternative de consommation où on va être vraiment sur la consommation sans alcool. Donc voilà un peu comment on a fait cette sélection-là. Et on est en train de le travailler aussi sur tout un espace scénique. C'est l'autre partie vraiment très, très scénographiée du festival, où on a vraiment mis en avant un peu... je zappe souvent, c'est Waterworld. Waterworld, voilà, c'est ça. Dans l'esprit Waterworld, où un peu... Le Max des mers, quoi. Exactement, la vieille brasserie abandonnée qu'on a laissée là, les cuves oubliées, qu'on remet en vie, ou en tout cas en route sur le 3 jours du festival. Mhm. Et ouais, ça, je pense que ça renvoie un peu quand même là-bas. Mhm. Et donc sur le bar craft, comme je disais, donc 16 brasseries, 16 becs, 16 bières. Ouais. 16 bières de belle qualité, des belles brasseries françaises, internationales, et un dispositif de service qui est au niveau des bières servies, qui a été bien fait. On est avec un conteneur frigorifique qui stocke les bières, des lignes de tirage enterrées et tout, donc vraiment quelque chose qui a été pensé pour respecter le produit. Encore une fois, du jus de cerveau. En fait, on se dit, quand on met l'idée à la base, on se dit, encore une fois, avec les équipes Régibar, ouais, c'est cool de mettre des bières artisanales, mais si elles sont pas bien servies, ça va faire effet inverse. Et même auprès des brasseries, on se doit d'apporter un service qualitatif. Bien sûr. Et puis on réfléchit, on se dit, bah, quel est le meilleur moyen de servir la bière, en tout cas, en alliant d'une part envoi, logistique et qualité produit. Et là, on se dit, bah, allez, vas-y, on stocke les fûts au maximum température voilà, qu'on contrôle, c'est-à-dire on est entre 6, 7, 8 degrés, 10 si c'est vraiment cagnard dehors et autres. Ouais. Mais on stabilise en tout cas le froid au niveau des fûts. Donc tous les fûts sont stockés. On a fait une installation dans un conteneur froid. Les fûts sont tous stockés dans le conteneur froid. On a des lignes Python qui sont directement, on a des tableaux de tête, de tirage et compagnie, directement à l'intérieur du conteneur froid. Les lignes Python sont enterrées, elles sont envoyées directement dans le bar. On a un espace de 4-5 mètres entre le bar et le conteneur. Et on a tout prévu pour que le tirage soit le plus optimal, des compensateurs sur les têtes de tirage et compagnie. Bon voilà, je pense qu'on a reproduit ce qu'on pouvait faire dans les magasins. Et la meilleure des choses, c'est quand ton brasseur post-événement t'envoie un petit mail ou t'appelle en disant mais j'ai goûté la bière comme si j'étais dans ma brasserie avec le bon taux de pression, le bon tirage. Voilà, ben là tu te dis là c'est cool parce qu'en fait une installation qui te permet vraiment de tirer, en plus qui te permet de régler tes lignes individuellement à la pression en fonction. On sait, une barre artisanale, ça peut être parfois un peu capricieux à tirer. C'est moins stable qu'une bière de grande brasserie qui a des procédés un peu plus industriels. Et surtout, tu es sur une variété de produits ultra large sur tes 16 becs. Il faut pouvoir contrôler individuellement. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on l'a travaillé vraiment individuellement sur chaque ref. La sélection, tu vois, elle est validée pour cette année. Elle a déjà été envoyée à notre partenaire qui est DAV, qui travaille sur l'ensemble de la mise à disposition des tireuses sur les autres bars, mais sur cette installation fixe et compagnie. Et ils savent très bien que si on parle d'une sour, si on parle d'une NEPA, si on parle de différents styles de bière, c'est pas le même réglage en tout cas initial, et donc ils adaptent automatiquement sur chaque tête de tirage le réglage. Donc c'est notre plus-value encore une fois. Sur cette sélection Barcraft, qu'est-ce qu'on peut déjà dire ? Est-ce qu'il y a des petits teasings, des trucs qu'on peut faire ? Ah ouais, je pense qu'on peut en parler. Alors, sur les nouveautés, l'idée, c'est vraiment, encore une fois, d'avoir une diversité d'offres. On va retrouver... Bon, là, tu vois, j'ai mon petit mémo, hein, mais on va retrouver de la bière aromatisée, on va retrouver de la sour tropicale, de la blonde au miel, une saison fleur d'oranger. On va retrouver, alors mot pour mot, une pastry gauze framboise vanille, une NEPA, voilà, différents styles pour tous les goûts. Ouais. Pour
toutes les envies. Bien évidemment, tu bois pas une stout quand il fait moins, on va dire, c'est moins facile. On l'a expérimenté il y a 2 ans. Quand il fait 35. C'est pas en effet le bec qui tourne le plus. Voilà. Mais par contre, quand il fait 20-21 en fin de soirée, bah, tu te tentes bien et on a eu des petits volumes sympas l'année passée, carrément. Et tu as des bières qui vont de 3,5 à 7 degrés. Donc voilà, je pense qu'on va ravir les papilles de bon nombre de festivaliers. Et je crois même que maintenant, c'est un peu devenu aussi le rituel pour certains. C'est de se dire, tiens, on va se faire la petite déguste au niveau des bières artisanales. C'est quoi les petites pépites, les petites nouveautés ? Il faut savoir d'une année sur l'autre, dans cette sélection de bières artisanales, 75% de la sélection est renouvelée. Donc c'est vraiment, encore une fois, un souhait. Et les fournisseurs... C'est devenu pas un petit jeu, mais les fournisseurs jouent le jeu en mode j'ai mis ça l'année dernière, qu'est-ce que je peux mettre cette année ? Exactement. Parce que les fournisseurs changent pas forcément. Il y a quelques changements, mais il y a quelques brasseries. Cette année, on aura 3 brasseries différentes. Ouais, voilà. Sur les 16, il y a 3 changements, mais par contre, toutes les brasseries qui étaient là déjà l'année dernière, il y en a une grande majorité qui se disent j'aimerais bien changer ma référence. À part certaines qui gardent leur grand classique, mais sinon. Puis c'est un peu un laboratoire à ciel ouvert pour eux, en fait, parce qu'ils vont voir direct les réactions des consos et tu vois, encore une fois, certains brasseurs sont là, ils kiffent servir leur bière derrière le bar et tout. Je pense que toi, tu l'as vu plus d'une fois. C'est même drôle. T'as le responsable de la brasserie qui fait des milliers d'hectos qui va être là, ou à l'inverse, le petit brasseur qui va être là aussi. Et puis, ils vont partager une expérience autre et ils vont servir les bières au festival. C'est juste délire, c'est trop bien. Ouais, bien sûr. Et juste pour cette zone craft, donc même si c'est une petite enclave dans le festival, ça reste un festival où tu accueilles 33-35 000 personnes par soir. Forcément, t'as pas un public de 35 000 beer geeks, mais des personnes qui n'y connaissent pas grand chose à la craft vont se retrouver sur cette scène qui les fait kiffer parce que les groupes les intéressent. Donc il faut aussi avoir une offre qui permette aux gens de te kiffer un peu tout ce qu'il y a. Alors c'est pour ça, tu disais, dans la sélection, il y a une blonde au miel, c'est peut-être le bec accessible qui fait plaisir à tout le monde. À côté de ça, t'as des grosses sour, des grosses trucs comme ça. Je me souviens que moi, l'année dernière, on avait un bec de gauze cassis basilic de chez Iron. Et c'est drôle parce que quand t'as des personnes qui débarquent au bar, qui disent, qui connaissent pas du tout la sélection, qui connaissent pas la craft, qui disent je comprends pas, il y a trop de bières différentes, ils disent vous avez pas une bière fruitée, on leur sert ça, ils s'attendent forcément la plupart du temps à un bec de bière belge aromatisée un peu sucrée, et ils goûtent ça au début, ils font c'est bizarre ton truc. Et une demi-heure après, on les voit revenir. Tu peux me remettre la même, c'était vachement bien. Et ça fait super plaisir de voir des gens qui découvrent la craft grâce à un festival de musique. Ils sont là, ils carrément, et ils kiffent leur moment et ils kiffent leur produit. Et t'as même sur les réseaux, t'en as qui nous demandent la sélection en avant-première. Sur les réseaux, la marque reçoit des fois des commentaires ou autres. Est-ce que vous pouvez nous partager la sélection, qu'on puisse commencer à faire notre petite sélection de notre côté ? Et du coup, il y a quelque chose qui est prévu là-dessus, la sélection, elle est surprise sur le jour J ou elle est communiquée en avant ? Non, comme je te le disais, on travaille l'app mobile pour que on donne un maximum d'infos pour que le festivalier puisse préparer son arrivée sur le festival. D'accord. Et clairement, on est en train de réfléchir à faire la programmation aussi de boissons au cœur du festival. Alors, ce ne sera pas que sur la bière, mais l'idée, c'est de pourquoi pas faire une programmation des boissons du festival 2024. Si on ne peut pas le faire cette année, ce sera l'année prochaine. Mais on est dans ce délire-là de se dire que c'est plus que de la musique. On communique autre chose, on fait vivre autre chose. Et je pense que tous les ingrédients qu'on met depuis le début nous donnent un peu raison sur cette envie. On réussit pas tout. On a fait des flops sur certains choix stratégiques. La première édition, je m'en souviendrai toujours, mais maintenant, elle nous sert d'expérience. On a mis énormément de bière sur un seul bar, des Weissbier et compagnie qui, à 35 degrés, ne se tirent pas comme il fallait. Mais voilà, mais c'est pas grave. C'est un laboratoire, comme je le disais tout à l'heure, pour eux comme pour nous. Et maintenant, on sait ce qui marche et on agrémente au fur et à mesure cette offre-là. Très bien. Sur le côté éclectique, j'ai évoqué l'éclectisme du public aussi.
Je pense que le VNB Fest a pas mal de particularités sur son public. Tu as des petites infos, des petits chiffres que tu peux donner? Ouais, on est déjà sur une moyenne d'âge qui est plutôt assez haute. Ouais. Alors, non pas qu'on l'a choisi, après, elle est un peu indirectement liée à la programmation. C'est sûr qu'un jeune, je pense pas, mais après, on a sûrement des fans aussi, mais un jeune de 18 ans va pas forcément, c'est pas son choix numéro 1 aller voir Pascal Obispo. Clairement, voilà. On a créé cette programmation d'une part pour, on va dire, viser sur une moyenne d'âge, mais c'est pas que ça non plus. On est sur une moyenne d'âge autour des 33 ans, qui est plutôt une moyenne d'âge assez haute en festival. Tu vois, si je prends des confrères, je connais pas exactement leur moyenne d'âge, mais souvent des confrères, on est autour du 20-25 ans. Ouais, largement au-dessus. À l'inverse, le Hellfest, on est plus sur du plus de 35 voire 40, tu vois. Ouais. Parce que c'est un truc de niche et autres. Donc la programmation en joue, la sélection, et puis je pense que l'ambiance générale du festival fait que, comme je le disais tout à l'heure, papy et mamie qui viennent avec leurs petits-enfants, bah voilà, ça joue et ça accentue ce fait qu'on a une moyenne d'âge autour des 33. Au niveau de la parité homme-femme, on est pile à 50-50. Encore une fois, ça, on peut pas le cadrer, mais c'est aussi ce qui fait l'équilibre du festival. Sur la fréquentation de nos festivaliers, alors de par l'augmentation de la jauge, on ouvre nos frontières, clairement, des Pays de la Loire. La première édition à Cran, je crois qu'on était pas loin des 70-80% de Mayennais. Voilà, ce qui pouvait paraître normal. À un moment, le vivier, alors je suis très chauvin, mais le vivier mayennais n'est pas un puissant rond. Donc là, tu vois, aujourd'hui, on est sur à peu près 75% de Ligériens, donc de fréquentation Pays de la Loire. On a une très grosse quote-part de, on va dire, région parisienne qui commence à arriver de par la prog, clairement, style Major Lazer qui aujourd'hui on va avoir en date unique en France. Beaucoup se déplacent pour se dire, c'est le seul moyen que je vais avoir pour les voir cette année. Et puis, l'augmentation de la jauge au global. On va dire que sur notre fréquentation du festival est vraiment représentée sur le Grand Ouest, vraiment en tant que tel. Donc voilà. Super. Alors moi, j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais prévu. On a bien parlé du fest, de la programme, produit surtout. En musique, tu as cité quelques noms. L'édition de cette année n'est pas encore complète, mais après, je sais pas quand je vais sortir l'épisode. Je pense que là, il reste plus grand-chose à vendre. Non, ouais. En fait, alors c'est un peu pas la problématique. Si, la problématique actuelle pour tous les festivals aujourd'hui en France. Ça se remplit moins vite que les années précédentes. Mais parce qu'il y a les JO cette année. Il faut pas se le cacher. C'est pas que ça. Mais les JO, je pense que beaucoup réfléchissent autrement. On a cette chance qu'on remplit quand même très bien le festival. On est à un remplissage à peu près de 80% à l'heure d'aujourd'hui. Donc, quand même sur une jauge qu'on a aussi fait évoluer versus N-1. Donc voilà, on est très confiant. Et encore une fois, on n'ira pas à une course à un remplissage pour un remplissage. Le but, c'est vraiment qu'on garde ce qu'on fait depuis le début, c'est-à-dire la convivialité, l'épicurisme, l'expérience. C'est ce qu'on veut depuis le début. C'est ce qu'on véhicule. Je touche du bois en même temps que j'en parle, mais on a eu zéro problème majeur lié à la consommation, lié à la fréquentation de notre public, pas d'incident. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on veut défendre absolument. Bien évidemment, pour l'équilibre budgétaire, il faut un remplissage du festival. Voilà, aujourd'hui, si on veut un festival qui soit à l'équilibre, on se doit d'avoir cette grosse quote-part de remplissage. Donc voilà, il n'y a pas de souci majeur en tout cas sur le projet. Le compte à rebours est lancé. On est à 55 jours à peu près, je crois. Je n'ai pas regardé aujourd'hui, mais à peu près, de l'édition. Donc voilà, donc là, les équipes rentrent dans la dernière ligne droite. On commence le montage exactement dans un mois, un peu moins d'un mois. On a 4 semaines de montage. 2 semaines de démontage, donc voilà, dernière ligne droite. On rentre dans le dur là. Voilà, là c'est parti. Top. Est-ce que toi tu avais autre chose que tu voulais rajouter peut-être Non, j'espère que en tout cas qu'on vous a donné envie, on vous a fait saliver avec toute cette proposition, en tout cas cette opportunité de dégustation sur l'instant T du festival. On vous garde quelques petites surprises encore au chaud et puis hâte déjà hâte de retrouver nos festivaliers
parce que on aime bien les retrouver. Hein. C'est un énorme stress pour nous, mais on aime bien les retrouver. Et puis te remercier parce que c'est vraiment cool de nous donner cette opportunité, en tout cas de présenter l'événement sur ton podcast. Et puis voilà. Avec plaisir. Et alors pour conclure, si jamais tu devais définir toi ta journée, ton instant idéal du festival, ça serait quel artiste avec quel produit dans la main? Allez, l'artiste avec le produit dans la main. Donc très fan de Macklemore, donc et puis ça correspond souvent à la clôture. Okay. Là, en tout cas cette année, ça va correspondre à la clôture, donc c'est le moment un peu émotion de l'événement. Si tout s'est bien passé, on va dire que là, c'est bon, on souffle. Et puis un produit en main. Allez, je suis un très fan, très très fervent supporter de la bière, donc je vais te dire, tiens, je vais mettre en avant le local, la Aurora de chez Montmoirdy. Allez, très bien. Et ouais, après par contre quand même un moment qui à l'inverse sera très stressant, c'est quand on va ouvrir la vanne de la citerne de 240 hectos qui va arriver sur le festival en se disant c'est bon, elle est branchée, la bière est bonne, on peut y aller quoi. Ouais, ça j'imagine que ça va être... Ce sera avant, mais ça j'ai pas de doute sur le fait que ça aille. Voilà. Super. Bon Pierre, merci beaucoup pour ton temps et de toute façon nous on se redit à bientôt, au moins au VNB Fest. Carrément. Allez, salut. Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles.